Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau débat des rendez-vous majeurs qui sera consacré aujourd'hui à dresser un bilan et des perspectives sur les plans de prévention des risques technologiques qui sont entrés en vigueur il y a plus de 18 ans dans le cadre de la loi Bachelot. Donc nous allons échanger ensemble pendant 1 heure avec nos 4 intervenants, nos 4 experts. On gardera le lien avec vous par écran interposé. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions sur le chat. N'hésitez pas à en poser. Vous êtes très nombreux, on a plus de 800 inscrits aujourd'hui, donc on ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions. En revanche, elles serviront à nourrir une réflexion et un débat qui se poursuivront au-delà de ce débat. Donc rapidement, pour présenter nos intervenants, d'abord Alban Bruno, qui est à ma droite, qui est vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et qui est donc maire de Gonfreville-Lorcher. Philippe Merle, qui est donc ingénieur général des mines, chef du service des risques technologiques à la DGPR, donc à la Direction générale de prévention des risques. À ma gauche, Soraya Benabdessadok, qui est donc avocate en droit public, droit de l'urbanisme et droit des collectivités territoriales. Et Danielle Sauge-Gado, conseillère technique chez Amaris. Donc aujourd'hui, pendant ce débat, l'objectif c'est vraiment d'essayer de dresser un débat du plan de prévention des risques technologiques. Donc à la fois un bilan chiffré, mais aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter des pistes d'amélioration pour le futur. On s'attardera dans un premier temps peut-être sur une échelle un peu plus nationale. On ira explorer les territoires, notamment avec Gonfreville-Lorcher. On verra aussi quels sont les retours qui ont pu être faits pendant ces différentes années auprès des associations, notamment Amaris. Voilà. Et puis on terminera sur des perspectives et puis peut-être sur une petite conclusion chacun. J'aimerais commencer par vous, Philippe Merle. Peut-être que vous pouvez nous donner en quelques mots un bilan chiffré de ces PPRT. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Merci. Alors les PPRT, c'est la cerise sur le gâteau de la prévention des risques, pour faire court. C'est-à-dire que la prévention des risques, ça commence bien avant. Ça commence par éviter que le phénomène indésirable se produise, limiter ses conséquences, limiter ses développements déjà à l'intérieur du site industriel, limiter ses conséquences sur l'extérieur de ce site industriel, et ce, dans le maximum de conditions possibles. Et puis, si tout ça, ça ne marche pas, l'idée du PPRT, c'est on fait en sorte qu'il y ait moins de gens autour. Et comme tout ça est une situation historique compliquée, où il y a des gens qui sont arrivés avant l'usine, etc., eh bien, le PPRT, c'est un dispositif très spécifique, c'est-à-dire que ça ne va pas être que, comme par exemple pour des servitudes d'utilité publique, où on va dire on va contraindre l'urbanisation future, on va éviter que des nouveaux s'installent. Mais le PPRT, ça a un double effet. D'une part, ça évite que les nouveaux s'installent, et d'autre part, ça met en place un mécanisme spécifique d'indemnisation pour protéger et, le cas échéant, exproprier ceux qui sont déjà là. Donc c'est ça qui est très spécial dans ce dispositif PPRT, unique en Europe à ce stade. On est presque au bout. Puisque dans le civil, tout au moins, sur 389, il n'en manque aujourd'hui que 5. Alors, on a un dépôt d'explosifs du ministère de l'Intérieur, on a un site dans le Pas-de-Calais, on a un site gazier en Corse, et puis on a 2 plateformes industrielles très complexes dans les Bouches-du-Rhône qui nous manquent. Mais donc, vous voyez, on y est presque. Enfin, me direz-vous, parce que ça a été compliqué dans beaucoup de cas. Après, le PPRT, ce n'est pas un but en soi. Ça règle par lui-même la question de l'urbanisation future. C'est-à-dire que ça évite de ramener plus de gens dans des périmètres de risque, dans des conditions qui ne soient pas dûment maîtrisées. Mais pour autant, où est-ce qu'on en est de la question du passé, des gens qui sont déjà là ? À ce stade, donc sur 99% des PPRT, 165 expropriations ont été prescrites. Et là, on voit que c'est compliqué, on n'en est qu'à 60. Bon, les procédures d'expropriation ne sont pas réputées pour être les plus simples.
Donc effectivement, ça prend du temps, ça peut discuter, y compris sur les montants d'expropriation, bien sûr, ce qui est normal. Mais en attendant, donc, il y a encore une centaine de logements ou d'établissements qui sont dans une situation soumise à un risque donc très grave, ce qui est la définition de l'expropriation. Sur les délaissements, c'est-à-dire quand le risque est un peu moins grave, sur les logements, à peu près le tiers, on choisit le délaissement. Donc le délaissement, on peut choisir, soit je me fais exproprier, je suis indemnisé, soit je choisis de rester, et à ce moment-là, je fais les travaux pour augmenter ma protection. Donc il y en a un tiers qui ont choisi d'être expropriés à ce stade sur les logements, et sur les activités économiques, nettement moins. Seulement à ce jour 33 sur 183, ce qui montre que les entreprises ont tendance à vouloir rester. Alors, on y reviendra sans doute tout à l'heure, il y a effectivement des dispositions qui permettent de prendre des mesures organisationnelles ou techniques simples, entre guillemets, pour améliorer substantiellement la protection des salariés, en l'occurrence, et de pouvoir rester. Et puis sur les logements, c'est sans doute là que c'est le plus compliqué, parce qu'on a un peu plus de 15 000 logements qui sont concernés par des travaux à faire pour améliorer la protection du logement par rapport au type de phénomènes dangereux qui peuvent l'atteindre, par exemple un nuage toxique ou une surpression ou une flamme, un effet thermique, une augmentation forte de température. Et sur ces un peu plus de 15 000 logements, aujourd'hui les travaux réalisés, il n'y en a que 1300. Donc c'est sans doute là, dans cette couronne la plus périphérique du PPRT, qu'on a le plus de mal à aller jusqu'au bout de la démarche consistant à ce que les personnes concernées fassent effectivement ce qu'il faut pour être mieux protégées. Alors, si je comprends aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des travaux dans les logements, on est un peu moins de 10% de réalisés. Bon, il y a une durée en fait pour faire ces travaux qui est limitée dans le temps. Comment est-ce qu'on fait, d'abord, quelle est votre analyse en fait? Comment vous analysez ces chiffres qui sont, on va le dire, pas très bons aujourd'hui? Comment est-ce que vous analysez le fait que finalement on n'ait pas réussi pour le moment à faire en sorte que les gens, notamment, fassent les travaux ou délaissent les zones dangereuses? Alors sur les logements, on a collectivement mis longtemps à démarrer. C'est-à-dire que les dispositifs pour expliquer logement par logement, bien préciser quel est le risque, quels peuvent être les travaux à faire, rendre les choses extrêmement concrètes pour le cas particulier, on a mis longtemps à démarrer là-dessus. Et l'accompagnement de ces riverains, aujourd'hui, c'est un dispositif qui concerne plus de 9000 logements sur les 15 000. Et notamment en focalisant sur les PPRT les plus anciens, là où il y avait le plus de difficultés à mettre en place le système finalement. Je rappelle que pour les logements, on a un préfinancement des travaux, on a un crédit d'impôt de 40%, on a 50% pris en charge par l'ensemble collectivité plus exploitant à l'origine du risque. Donc l'État paye 40% sous forme de crédit d'impôt. On a mis en place récemment un préfinancement de ce crédit d'impôt pour que les gens n'aient pas à faire l'avance. Et le reste à charge n'est que de 10%. Il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des gens qui se diront tant que le reste à charge ne sera pas zéro, je ne ferai rien. Voilà. Je pense que ce n'est pas cela la cible, cela de toute façon, voilà. Il ne faut pas rêver. Le reste à charge zéro, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement exceptionnel. Par contre, le crédit d'impôt, on l'a prorogé l'an dernier pour 3 ans. Les députés ont suivi la proposition du gouvernement là-dessus. Et puis, il y avait effectivement une date limite. Pour les PPRT les plus anciens, ceux d'avant 2016, il y avait une limite en 2021. Et là aussi, le Parlement a voté le fait qu'exceptionnellement, on allait faire bouger cette date limite. Et on allait la repousser à 2024. Voilà. Dernière chance. Braderie avant fermeture. Dernier stock disponible avant liquidation définitive. Je ne sais pas comment faire passer le message, mais voilà.
Ces 3 ans, c'est les 3 ans sur lesquels il va falloir effectivement que collectivement, on arrive à décider les gens, sauf évidemment les irréductibles, à faire ce qu'il faut pour se protéger davantage. Alors, Alban Bruno, peut-être, j'aimerais que vous puissiez réagir en quelques mots à ce qui vient d'être dit, et notamment sur ces fameux 10 ou 20% dont on estime qu'ils ne feront de toute façon pas les travaux. Voilà, quelle est votre réaction à ça? Comment est-ce que vous, Gonfreville-Lorcher, vous prenez la chose et vous avez travaillé sur cette question-là? Alors, bonjour à tous. Je souhaiterais avoir une première réaction, c'est celle de constater qu'il est bien compliqué de mettre la cerise sur le gâteau, parce que j'ai bien entendu que le PPRT était là pour accompagner ces mesures de prévention, et c'est ce qui venait au bout. Et moi, je considère que le travail d'accompagnement en direction des populations, et surtout avec les populations, doit être une réalité. Parce que sinon, on s'aperçoit qu'on n'avance pas. Et les chiffres sont là pour le prouver. Ça a été long au démarrage. À Gonfreville, on a pu identifier, et quand je dis on, c'est les élus locaux, les associations de riverains, parce qu'un des enjeux majeurs, c'est bien évidemment d'associer la population, d'expliquer à la population qu'est-ce qui se passe, quelle est cette loi, pourquoi elle est nécessaire, etc., etc. Et donc, nous, au sein de la communauté urbaine, le HCM Métropole, et à Gonfreville-Lorcher plus particulièrement, dont je suis le maire, on a tout de suite associé et on a demandé aux autorités, aux préfets, de venir devant les populations pour expliquer, bien avant que la loi PPRT soit approuvée, pour préparer les populations et investir les populations de la nécessité de se protéger. Et quand on a regardé la loi dans son détail, tout de suite, on a mis le doigt sur ce qui allait coincer pour que les populations s'engagent pour plus de sécurité. Et on a mis le doigt sur les 10% manquants, ça a été précisé. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est complètement bloquant. On a mis le doigt sur les 40% du crédit d'impôt de l'État. Et là, on s'est dit, si ça reste en l'état, on ne va pas y arriver. On va pas avancer. Et donc, il a fallu imaginer des solutions, travailler à des solutions, interpeller les acteurs, les financeurs dans leur globalité, mettre tout le monde autour de la table pour dire on peut pas aller vers l'objectif de mettre tout le monde en sécurité. Gonfreville-Lorcher, c'est 290 logements concernés par le PPRT. Alors sur ces 290, peut-être qu'on peut faire rapidement un état des lieux pour voir où vous en êtes, vous plus particulièrement. On a mis le doigt sur les difficultés, et c'est essentiellement les difficultés financières. Ouais. Les riverains ne comprenaient pas pourquoi ils devaient financer des travaux qu'on leur a imposés du fait de la présence d'activités économiques qui présentaient des risques, parce qu'ils considéraient que le risque, n'était pas eux qui le généraient, et qu'ils ne comprenaient pas qu'on leur impose ça. Qu'on leur a imposé des travaux, oui, mais pas à leurs frais. Voilà. Et donc, on a trouvé des solutions. Les 10% manquants, on a mis l'ensemble des financeurs autour de la table. Chacun a pris sa part. Donc, on est arrivé à 100%. C'était une première étape. Et il a fallu lever une autre barrière qui est celle des 40% du crédit d'impôt. Ça peut représenter jusqu'à 8 000 € hein, pour les travaux, pour des foyers modestes. Hein. Sur ma commune, c'est des personnes qui... Enfin, leur maison, c'est leur vie. Donc, 8 000 € à avancer, c'était aussi bloquant. Alors, il a fallu qu'on trouve un système. Et voilà, en fait, c'est la commune qui joue le rôle de la banque. On s'est rapproché des banques pour savoir s'il y avait des possibilités. Pas d'argent à gagner, donc les banques se sont reculées. Donc, la commune fait l'avance. Et une fois que les riverains sont remboursés, ils nous remboursent à la commune. Alors, ça, c'est pour la question des logements. Il y a aussi la question des activités économiques dans les zones de délaissement. Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? Alors, ça avance bien aussi. Et là aussi, il a fallu développer ce qu'on a appelé un accord local pour accompagner aussi les entreprises qui ne disposaient pas d'accompagnement parce que pas propriétaires de l'entreprise, mais locataires. Et un des enjeux, c'était de faire en sorte que ce PPRT ne vienne pas nuire à l'activité économique, au tissu économique local, qui est essentiel pour les emplois, pour le bassin de vie, pour le bassin d'emploi. Et donc là aussi,
avec les financeurs, avec les industriels, collectivement, on a pu imposer des financements d'accompagnement, de relocalisation des activités, avec des conditions pour que l'activité reste sur le territoire de la communauté urbaine, pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, de déménagement, de relocalisation, parce que c'était un enjeu majeur aussi, que l'activité économique. Et puis bien souvent, ces activités économiques sont en lien avec les industriels qui génèrent les risques. Alors, on commence à avoir des réactions sur le chat et il y a une personne qui dit qu'effectivement 10% ça peut être difficile à payer pour une partie de la population, donc comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Ah bah c'était complètement. Enfin, les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait qu'ils déboursent pour faire des travaux et se mettre en sécurité. Alors je me tourne maintenant vers Daniel Sojgado, parce qu'en fait ce que vous allez nous dire fait un peu écho à ce que vient de dire à l'instant Alban Bruno. Quels ont été les retours que vous ont fait les adhérents sur la problématique des logements, des activités économiques et des équipements publics qui sont présents dans les zones de délaissement ? Alors, les retours sont multiples. On a privilégié un certain focus. Les enjeux qui ont été posés par M. Bruno tournent bien autour de l'accompagnement qui est nécessaire, que ce soit sur les logements ou les activités économiques. Sur les logements, effectivement, l'objectif était que dans les zones de délaissement, on puisse effectivement, comme l'a dit M. Merle, privilégier le fait que les gens partent de façon effectivement à ce qu'ils soient mis à l'abri. Voilà. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'effectivement ils trouvent le montant insuffisant, parce qu'effectivement leur maison c'est leur vie, etc. Bon, il y a différents points, mais ce qui est le plus problématique pour les collectivités, c'est que certaines personnes ne font pas non plus les travaux, puisque c'est l'un ou l'autre, ouais. Et travaux qui souvent sont onéreux et dépassent la barre des 10% de la valeur vénale du bien, limitée à 20 000 €. Parce qu'effectivement, proche du risque, donc une vulnérabilité importante et des travaux dont le montant est important aussi. Donc là, les collectivités se posent des questions en se disant mais comment va se passer la revente de ces biens ? Est-ce que ça va être possible ? Certaines collectivités choisissent de préempter ces biens. Elles ne peuvent pas toutes le faire pour des problèmes de moyens. Les conventions de financement courent aussi, donc ça, on est très rapidement hors délai. En cas d'accident, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, quid des responsabilités ? Alors, Maître Benabet Sadok va revenir, elle, pour faire une analyse globale. Sur les activités économiques, les mesures alternatives qui sont prévues, c'est-à-dire si l'activité économique ne part pas, il est prévu effectivement qu'elle puisse faire des travaux à hauteur de ce qu'aurait coûté son éviction, son départ. Bon, c'est des mesures qui restent relativement difficiles à mettre en place. Souvent, ça tourne autour d'une question aussi de responsabilité que font ressortir les bureaux d'études en me disant moi, je peux pas effectivement être certain que je vais pouvoir répondre à toutes les normes demandées, etc. On a aussi des propriétaires qui disent le montant qui m'est offert n'est pas suffisant parce que si je me réimplante, cela génère de toute façon d'autres investissements qui souvent ne sont pas prévus non plus dans le réemploi. À côté de ça, il faudrait effectivement qu'ils puissent faire des travaux. Les travaux ne sont pas obligatoires, entre guillemets. Mais effectivement, c'est autour de 3 mesures. La première étant une mesure de protection qui doit être mise en place, un plan de mise à l'abri, très concrètement. Des mesures d'organisation sur les lieux eux-mêmes. Et la troisième mesure étant effectivement les travaux par eux-mêmes. Là, il y a vraiment besoin d'avoir un accompagnement parce que les activités économiques, comme les habitants, ont du mal à se retrouver aussi autour de ces différents points. Il y a le problème effectivement du gestionnaire d'activité qui est locataire, dont le propriétaire ne veut pas faire les travaux. Et ça, effectivement, pose un certain nombre de questions un peu en cascade en termes juridiques.
Et sur les équipements publics, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces zones-là, on a aussi équipements publics, que ce soit zone de délaissement ou zone bleue. Ce que je viens de dire, c'est valable dans les deux. Dans ces zones de délaissement et les zones bleues, on a effectivement des équipements publics, l'école, le centre social, etc., bien inaliénables, dont on a besoin pour la vie du quartier, donc il n'est pas entendable non plus effectivement de les placer. Cependant, les collectivités doivent s'assurer de protéger le personnel, les usagers, etc. Je souligne que, autant pour les activités économiques que pour les équipements publics, il n'y a pas de financement prévu pour faire les travaux. Et je rejoins M. Bruno sur le fait que, quand même, l'argent est le nerf de la guerre en la matière. Voilà, je vais laisser Maître Benabed Sadok faire une analyse globale, oui, alors, à moins que vous ayez d'autres... Non. Alors, effectivement, par rapport justement à ce qui vient d'être dit, on voit bien qu'il y a plusieurs points bloquants et qu'il y a le risque, ce n'est pas seulement le risque, puisque les chiffres le montrent, que les gens ne fassent pas les travaux, que les zones ne soient pas délaissées. Et donc, du coup, ça pose des questions de responsabilité en cas d'incident. Si jamais il y a une explosion, une fuite de gaz et que les populations sont touchées, elles n'ont pas pu faire leurs travaux ou n'ont pas bénéficié des financements, n'ont pas réussi en tout cas à faire leurs travaux dans le délai imparti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, cette question des zones de délaissement soulève ces questions-là, puisqu'on voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs au sein de ce mécanisme qui ont des obligations et des responsabilités à des niveaux différents et que chacun doit faire face à ses obligations en tenant compte ces obligations à titre, par exemple, d'employeur, à titre de collectivité qui reçoit des usagers, à titre de RP qui reçoit du public, par rapport à cette obligation qui est faite de faire soit des travaux, soit de délaisser son bien. C'est la particularité quand même de ce mécanisme, de ce PPRT qui a pour objectif, rappelons-le, la protection des personnes au départ et aussi une visée d'aménagement du territoire. Si on revient à l'origine du texte, moi j'aime bien revenir sur le texte pour voir que finalement, donc dans ces zones de prescription, on prévoit des secteurs de délaissement en raison des risques importants présentant un danger grave. Et les secteurs d'expropriation, c'est un danger très grave. Donc on a déjà une marge d'appréciation qui est donnée pour apprécier la gravité du risque et fixer, oui ou non, est-ce que c'est un délaissement, est-ce que c'est une expropriation. Ça, c'est fixé par le PPRT. Mais ensuite, on a encore une marge d'appréciation qui est donnée à ceux qui vont appliquer le texte, c'est-à-dire ceux qui vont devoir délaisser leurs biens ou bien effectuer leurs travaux. Et là, cette marge d'appréciation engage aussi leurs responsabilités. Donc on a une responsabilité en cascade et finalement, le PPRT renvoie aux acteurs leurs responsabilités. Alors, la responsabilité, l'engagement d'une responsabilité, quand il y a un sinistre, le partage de responsabilité intervient. On a pu le voir, j'aime bien donner cet exemple, mais c'est un exemple comme presque une hypothèse d'école. C'est l'affaire de la faute sur mer, où on a à la fois la responsabilité de l'État qui a, pour les erreurs faites dans l'appréciation du risque quand il a rédigé son document. On a aussi celui de la commune qui a donné des autorisations de construire, mais aussi qui n'a pas mis en place les mesures pour prévenir le risque. On a aussi, on a un ensemble de responsabilités et on le retrouve lorsqu'on a un accident technologique. C'est-à-dire que certes, on recherche la responsabilité de l'exploitant, puisque le risque vient de lui, mais après, qui a fait son travail? Comment chacun a fait son travail? Et au bout de la chaîne, on a les administrés qui sont au sein de collectivités. Et ça rejoint un petit peu ce que disent l'ensemble des intervenants aujourd'hui. En fait, je rebondis un peu sur ce que vous dites, parce que finalement, les collectivités doivent se saisir en fait du problème parce que les textes ne les obligent à rien finalement dans les zones de délaissement. On leur dit pas vous devez faire ceci ou cela finalement alors que
en expropriation, ben si. Ils ont l'initiative, les collectivités ont l'initiative de la procédure d'expropriation, alors que pour le délaissement, ce n'est pas du tout le cas, ni pour les travaux. Donc il faut travailler sur des mécanismes incitatifs et se demander ce que peut faire la collectivité. Et si, en cas de sinistre, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait? Parce que certes, elle n'a pas d'obligation, mais elle a autour de ça des compétences. Une compétence économique, une compétence en matière d'environnement. Elle a aussi des pouvoirs de police. Enfin, le maire, en tout cas, a des pouvoirs de police qui peuvent englober aussi cette dimension en fait, d'accompagner les populations. Donc c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Et dans la chaîne de responsabilité, tout est analysé. Voilà. Alors, je trouve que c'est extrêmement intéressant et je voudrais vous faire réagir là-dessus et l'un et l'autre. Peut-être d'abord pour commencer, Alban Bruno, sur la question des collectivités. On voit bien que vous avez pris le problème un peu à bras-le-corps et puis vous faites quand même partie d'une communauté urbaine qui est quand même assez conséquente, qui a l'habitude de traiter ces sujets-là. Qu'en est-il des collectivités qui sont peut-être moins bien armées ? Les collectivités qui sont bien moins armées, on vient d'avoir un avis de juriste, donc prendront leurs responsabilités, j'espère jamais, mais en cas de sinistre. Et derrière tout ça, derrière ces échanges, derrière ces débats, c'est la vie de gens dont on parle, de sécurité. Donc forcément que c'était une préoccupation sur nos territoires avant la loi Bachelot, avant 2003, etc. Mais c'est une préoccupation qui doit perdurer. Et c'est vrai qu'il a fallu prendre à bras-le-corps cette loi, qui peut-être a été rédigée sous le coup de l'émotion et sans mesurer les moyens nécessaires à engranger, mais c'est une loi qui est nécessaire. Et c'est vrai qu'on peut prendre un parti pris de s'investir ou pas dans cette loi. Nous, on a fait le choix de y aller, d'accompagner les riverains, les personnes, pas laisser les riverains seuls face à cette situation. Et il a fallu mobiliser et surtout imposer la voix des riverains, la voix des personnes qui sont concernées, au sein notamment des comités techniques, comme on organise chez nous, pour faire face et répondre aux besoins et arriver à un résultat. Parce que chez nous, on a 290 logements. À ce stade, il y a à peu près un bon tiers, j'ai envie de dire même presque 40% des travaux de sécurité, de mise en sécurité des logements qui sont réalisés. On a 30% qui sont engagés, qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Et puis, il va falloir qu'on aille chercher les 20% qui sont un peu plus récalcitrants. Les 20% qui sont un peu plus récalcitrants. Et là, on y travaille, on essaie de développer des outils de communication et de faire voir que c'est vraiment nécessaire parce qu'en cas de sinistre, la responsabilité derrière sera partagée, y compris leur responsabilité en tant que propriétaire. Voilà, donc on le rappelle, il y a quand même 14 600 et quelques personnes qui n'ont pas fait les travaux et qui donc du coup s'exposent aussi là aujourd'hui à cette responsabilité. Donc c'est important de le rappeler et vraiment il faut faire ces travaux, quoi. Je pense que c'est vraiment le message que vous voulez faire passer, Philippe Merle. Oui, tout à fait. Alors sur la nature précise des travaux à faire, de ce qui est le plus pertinent, etc. C'est pour ça qu'on a mis en place et massifié cet accompagnement. On avait fait des dispositifs un petit peu expérimentaux qui s'appelaient les paris, où c'était l'État qui portait le marché. C'était un peu le rodage du système. Bon, maintenant, on s'aperçoit que pour que ça marche, il faut que ça soit vraiment porté au niveau local, c'est-à-dire qu'on contribue financièrement. Mais comme vous le disiez, ça marche là où la collectivité s'investit. De toute façon, il n'y a pas de secret. Et par conséquent, le modèle qu'on retient maintenant pour cette massification de ces dispositifs d'accompagnement pour aider les gens à aller jusqu'au bout des travaux, ce qu'on dit, c'est que le bon modèle, c'est nous, on participe financièrement pour faire en sorte que ce ne soit pas une trop forte charge pour la collectivité, mais c'est la collectivité qui doit être en première ligne dans cette opération de sensibilisation. On a suivi l'exemple qui avait été ouvert par exemple Gonfreville sur la question du préfinancement. Parce que
Bon, sincèrement, les 10% de reste à charge, quand vous changez vos fenêtres et qu'à la fin vous avez des fenêtres qui sont résistantes au bris de vitre, ben à la fin, une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même des fenêtres neuves, quoi. Donc aujourd'hui, le Parlement ne s'est absolument pas engagé dans la voie de supprimer ce résiduel, et le gouvernement non plus. Enfin voilà, il faut être clair là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus, dire d'une façon générale, il n'y a pas de reste à charge. C'est quand même extrêmement glissant comme terrain. En revanche, c'est vrai que 40% à préfinancer en plus de ce reste à charge, ça peut être une difficulté. Et donc, depuis juillet 2020, on a signé une convention nationale avec Procivis. Alors, c'est toujours pareil, ça met du temps à se déployer dans les territoires pour que ce préfinancement puisse être, avec une attention plus soutenue en plus sur les revenus modestes, puisse être géré partout sur le territoire. Donc, on est bien conscient qu'il y a encore de l'huile à mettre dans les rouages, surtout dans certaines régions ou départements. Mais on a pris en main ce sujet du préfinancement. Et, je le redis, pour les anciens PPRT où le couperet allait tomber, le Parlement a donné 3 ans de plus. Okay. Voilà. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce que vous venez de dire, parce que du coup, ça m'évoque une question. Quand vous dites donc que c'est 10%, en fait, on ne va pas... d'abord, je vais peut-être vous faire réagir à ce qu'avait dit Alban Bruno sur la question des petites collectivités. Est-ce que vous avez identifié ces petites collectivités qui ont du mal à faire avancer les travaux, à accompagner leurs riverains et les activités économiques? Ça vaut peut-être le coup qu'on refasse un screening là-dessus. Je dirais que les gros PPRT, on a souvent des grosses collectivités en face. Donc là où il y a beaucoup de logements, il y a une grosse interco, ou il y a même une métropole. Enfin, il y a quelqu'un qui a les services techniques qui vont bien et la capacité pour intervenir efficacement. Mais peut-être qu'effectivement, on n'a pas prêté assez attention au cas où il n'y a pas beaucoup de logements, mais où la collectivité est un petit peu perdue. Et c'est un axe de travail qu'on pourra effectivement essayer de revoir à la lumière de cette discussion. Et la deuxième chose, le deuxième point aussi que je voudrais aborder, c'est sur la question donc du financement. On a dit que les banques en fait se sentaient pas très investies dans l'idée d'aider de manière gracieuse, on va dire, les gens qui font ces travaux. On arrive à monter des outils dans le cas notamment de crise économique, par exemple. C'est ces outils qu'on arrive à mener pour les activités économiques. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi dans le domaine des risques technologiques? En fait, on a longtemps cherché, on a fini par tomber sur Procivis. D'accord. Donc, qui n'est pas une banque privée classique, effectivement. Hein. Ouais. Dans le circuit privé purement financier, ça ne marche pas. Mais on a fini par trouver cette piste. Ok. Alors, l'autre point qu'on voulait aborder, c'est la question des études de danger qui sont donc préconisées tous les 5 ans. Mais donc, même si ces études de danger sont préconisées, qu'elles révisent donc l'état des lieux, des dangers qui sont présents sur les sites, ça ne provoque pas de révision des PPRT. Et donc, ça ne provoque pas de révision du financement en fait, apporté aux risques qui sont révisés. En revanche, il y a des portées à connaissance qui sont faits pour ces nouveaux dangers. Comment est-ce qu'on peut améliorer le système de ce point de vue-là, Daniel ? Alors, tout d'abord, je rappellerai que les différents dispositifs qui sont mis en place, que ce soit un porté à connaissance, un PPRT, un PPRN, etc., la liste effectivement est longue, eh bien, elles atterrissent, je dirais, tout au même endroit, c'est-à-dire sur un territoire donné. Territoire qui dit territoire dit commune effectivement à capacité parfois très, très diverses. Hein. Les collectivités ne sont pas toutes en capacité effectivement de gérer ces dispositifs de la même manière.
Le maillage de ces réglementations, il peut s'avérer être aussi un vrai casse-tête. Et pour en revenir effectivement au PPRT, eh bien, vous avez parlé des études de danger. Les études de danger ont été utilisées pour générer, si je puis dire, les périmètres des PPRT à un moment donné. Voilà. Sachant effectivement que ces études de danger qui sont révisées tous les 5 ans, ça c'est réglementaire, ont été figées. Donc, ce qui veut dire que le PPRT est lui aussi figé. Mais ceci étant, il y a des choses qui se passent sur ces territoires. Très concrètement, une unité d'un site Seveso peut être stoppée, arrêtée parce que plus de production. Ce n'est pas pour ça, effectivement, qu'on va avoir une révision et qu'on va revoir le périmètre du PPRT. Et ça arrangerait bien certaines collectivités qui auraient besoin de ce foncier dégagé. Pour, je pense particulièrement à une petite commune qui doit payer des amendes dans le cas de la loi ZRU, de logement social, mais qui effectivement ne peut pas construire de logement social parce que le PPRT englobe quasi toute la commune. Voilà. Quand je vous parlais de maillage de réglementation, c'est ça. C'est vraiment le marteau et l'enclume, là. Oui, on a des maires qui, effectivement, se sentent entre le marteau et l'enclume, c'est sûr. Et très tiraillés parce qu'ils veulent faire bien dans les règles, etc. Et voilà, ils font mieux. Là, je vous parlais effectivement d'une unité qui peut disparaître, mais il y a aussi les unités un site Seveso qui va avoir une nouvelle unité de production. Et là, effectivement, ou une ICPE, une installation classée qui va venir s'installer. Donc là, on va avoir ça va donner lieu à un porté à connaissance. Les périmètres des PPRT sont établis. Le périmètre du porté à connaissance peut être différent. C'est-à-dire qu'il peut être au-delà du périmètre PPRT, où le périmètre PPRT à l'est et le porté à connaissance à l'ouest, pour faire caricatural. Et là, on va avoir effectivement des réglementations qui vont être différentes. Et ça, quand on est dans une collectivité, les maires, les élus, on a difficulté à expliquer aux habitants pourquoi, s'ils sont dans le PPRT, ils vont avoir on va leur payer, entre guillemets, des travaux pour réduire la vulnérabilité de leurs biens. Par contre, s'ils sont dans le porté à connaissance, ils n'auront pas de financement. Donc, c'est pas évident. On a aussi des services dont les collectivités de droit des sols, c'est-à-dire qui instruisent les permis de construire, etc., qui aussi s'y reprennent à plusieurs fois pour ne pas générer de contentieux, parce qu'on va avoir des réglementations effectivement qui vont être différentes. Alors, ce que je dis là, c'est pour faire court et être caricatural, parce que on a des cas de figure effectivement très, très différentes, mais ça amène de la part de nos adhérents beaucoup de questionnements sur leur responsabilité en la matière, qui est responsable, parce que effectivement, c'est pas le maire qui décide ni du PPRT, ni du porté à connaissance et de leur périmètre, ni du coup de la réglementation, mais c'est eux qui doivent l'appliquer. Enfin, c'est ces collectivités qui doivent l'appliquer. Voilà. Je vais laisser la parole. Vous souhaitez réagir? Alors, Philippe Merle, juste un mot, et puis après on reviendra sur la question des responsabilités, parce que j'ai 2-3 questions à vous poser là-dessus. Oui, je ne savais pas que la question des études de danger allait être abordée. Très brièvement, les études de danger, elles gèrent un risque collectif. C'est-à-dire, est-ce que tel scénario, il va exposer beaucoup de personnes, où qu'elles soient? Le PPRT, lui, il raisonne à l'envers. Il regarde une personne qui a un endroit précis. Il raisonne en risque individuel. Et on va partir de la personne et on va regarder les différents scénarios qui arrivent sur cette personne. Donc, ce n'est pas dans la même logique, c'est normal que ça ne se recouvre pas complètement. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir une nouvelle installation. Si c'est une nouvelle installation Seveso, ça peut donner lieu non seulement à un porté à connaissance, mais aussi à des servitudes. Et elle ne sera pas acceptée si elle expose en risque collectif trop de gens. Cette servitude va contraindre l'urbanisation future. Effectivement, si c'est une installation classée, entre guillemets, toute simple, on va se tomber sur un porté à connaissance, sauf que la loi dit que les PPRT, c'est pas pour toutes les installations classées. Je ne sais pas si vous imaginez,
parce que derrière cette idée, l'idée qui irait jusqu'au bout, ça serait de dire il n'y a qu'à faire un PPRT pour un silo agricole ou pour n'importe quoi d'autre. Je suppose que tous ceux qui ont fait des PPRT savent l'énergie que ça demande. Donc, il faut quand même bien réfléchir à est-ce qu'on veut utiliser une machinerie aussi complexe, y compris dans sa mise en œuvre, pour des choses qui ne sont pas à la source d'accidents majeurs. Bon, ça, c'est le cas d'une nouvelle installation. Si un risque est nettement accru, on peut être amené dans des cas particuliers à réviser le PPRT à la hausse. Mais autant que possible, on évite. C'est-à-dire qu'on refait tout le chemin au départ. On va revoir l'industriel, on lui dit « Vous êtes sûr qu'il n'y aurait pas moyen de réduire l'exposition des populations en faisant un peu plus de ci, un peu plus de ça, une barrière technique supplémentaire, etc. » Et tant qu'on n'est pas au bout d'avoir challengé l'industriel, on ne se résout pas à augmenter les rayons du PPRT. C'est vraiment par exception. C'est vraiment par exception. Parce que c'est mon image de la cerise sur le gâteau tout à l'heure. C'est tout à la fin de la démarche. Si à l'inverse, le risque est nettement moins grand, ce que dit la loi, c'est clair, c'est qu'on enlève le PPRT quand on a supprimé le risque, pas quand il est moins grand. On ne va pas passer notre vie à aller jouer sur des zones bleu foncé, bleu clair, rose foncé, etc., alors que le risque, il est encore là. Que le risque il soit un petit peu moins là, un petit peu plus là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les personnes, de toute façon, le fait qu'elles aient à faire des travaux, ça ne va pas changer la face du monde que les scénarios à l'origine de ces travaux aient changé. Si un industriel libère une partie de son foncier et que ça conduit effectivement à une révision majeure de l'endroit où il y a des risques, là, par exception, et toujours par exception, on peut effectivement réviser le PPRT. Notre logique, elle est très claire. C'est que la première étape, c'est que l'industriel ait effectivement fini ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, ait fait la cessation d'activité sur ce morceau de terrain. Alors, il y a aujourd'hui des ambiguïtés sur comment on fait une cessation d'activité partielle. Un décret est parti au Conseil d'État, il est en cours d'examen au Conseil d'État, qui va résoudre cette ambiguïté, pour bien définir comment on fait une cessation d'activité partielle. Et une fois que cette cessation d'activité partielle, elle est faite, c'est-à-dire que l'industriel, il a fait propre, y compris qu'il a fait ce qu'il fallait pour enlever les tas de déchets qui peuvent rester, pour nettoyer le sous-sol, etc. À ce moment-là, sur cet endroit-là, il y a suppression du risque, et par exception, on peut réviser le PPRT. Alors, du coup, avant, Maître, je vais donner la parole à Alban Bruno, parce que je voudrais qu'il réagisse aussi à ce qu'il vient d'être dit. Alors, moi, je souhaiterais surtout réagir, c'est sur la question des portées à connaissance. Donc, Alors, les portées à connaissance, juste pour que vous le sachiez, ça fait vraiment partie des choses qui remontent le plus là, dans la discussion, et ça a l'air de vraiment être quelque chose qui... Tout à fait, parce que c'est assez problématique. Je ne suis pas directement concerné sur ma commune, mais plutôt sur le canton. Parce que vous savez qu'au Havre, on a un port qui génère de l'activité avec notamment du transport et du stockage de matières dangereuses sur ces quais. Et donc, ces matières dangereuses qui arrivent à des portées à connaissance et qui ont des conséquences sur l'urbanisme d'un quartier qui se situe juste à côté. Et là, il n'y a pas de dispositif d'accompagnement des populations. C'est-à-dire qu'on a des populations, bien souvent des populations modestes, où on leur dit, du jour au lendemain, votre bien, vous ne pourrez plus l'agrandir, vous ne pourrez plus mettre une pièce de plus. Et donc, on voit concrètement les conséquences sur la vie des gens, alors que c'est des activités qui génèrent des richesses. Et donc ça, c'est tout à fait inacceptable que l'on puisse agir de la sorte. Que du jour au lendemain, il y ait des biens de personnes vivant à proximité puissent voir leurs biens se dégrader à travers des portées à connaissance qui sont données au maire de la commune. Et donc, au niveau des permis de construire, il y a des choses qui ne sont plus faisables. Et aller vendre une maison qui ne peut pas être agrandie, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une difficulté qu'il va falloir attaquer et résoudre.
Alors là où vous abordez une question qui a été posée d'ailleurs dans le chat, qui sort en fait du cadre des PPRT, mais qui, voilà, pour autant, touche à cette question des portées à connaissance. Philippe Merle, est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus rapidement, ou est-ce que je donne directement la parole à Maître Abdessadoc pour parler des responsabilités dans ce cadre-là? Très rapidement, le PPRT, ça gère l'urbanisation future et l'urbanisation existante, et c'est le seul dispositif qui fait ça. Le porté à connaissance, comme la servitude, il va gérer que l'urbanisation future. Bon, et effectivement, quand il y a une implantation d'une nouvelle unité industrielle, il y a une enquête publique autour. Les gens qui sont concernés peuvent s'exprimer dans cette enquête publique. L'un des effets de l'implantation de cette activité industrielle, c'est effectivement que il peut y avoir des restrictions sur l'urbanisation future. Quand le risque collectif est excessif, l'autorisation est refusée, ou l'agrandissement de l'usine est refusé. Quand on est dans un risque collectif supplémentaire qui reste dans les clous, on peut se retrouver effectivement avec ensuite des conséquences individuelles sur l'urbanisation future par le biais des portées à connaissance, effectivement. Alors, là aussi, on est clairement dans le domaine de la loi. Est-ce qu'on veut réglementer l'indemnisation passée? Est-ce qu'on veut transformer tous les portés à connaissance en servitude d'utilité publique? Pour des niveaux de risque qui sont quand même sur des probabilités souvent extrêmement faibles par rapport à ce qu'on voit sur les risques naturels. Je dis souvent, pas toujours. C'est des questions de société. C'est des questions qui relèvent clairement du domaine de la loi. Et il faut se garder, à mon sens, des raisonnements trop simples qui aboutissent à des solutions qui peuvent paraître évidentes quand on voit qu'un morceau du truc, et qui se révèlent inapplicables en pratique. Si je résume, c'est une question qui est à résoudre par le politique et qui n'est pas à résoudre réglementairement maintenant, quoi. En tout cas, réglementairement, sans cadre législatif modifié, on déroule la mécanique dans le cadre législatif qui est le cadre actuel. Maître. Alors, on va peut-être pas revenir sur les portées à connaissance, notamment qui sortent du cadre du PPRT, mais pour ce qui est du PPRT, là, est-ce que vous avez, voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a un peu la question du marteau et de l'enclume, notamment pour certaines collectivités. On leur demande de faire des choses, mais on leur demande de faire d'autres choses qui sont contradictoires. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'un juge peut décider? Comment est-ce qu'on voit les choses? Alors, c'est le deuxième aspect du PPRT, qui est celui de l'aménagement du territoire, tout en conservant la sécurité des personnes, puisque c'est la préoccupation que se fixe la collectivité quand elle instruit les demandes d'urbanisme, les demandes d'autorisation d'occupation du sol. Elle devient complexe lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre des règles de valeur égales. C'est là où il faut savoir concilier, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, on concilie des intérêts en présence et donc la sécurité des personnes, l'aménagement du territoire qui s'entrechoquent parfois. Ça pose des problèmes en termes d'instruction des demandes, des autorisations d'urbanisme, parce qu'on se situe après dans un contexte de légalité incertaine, en fait. Je m'explique. C'est qu'une autorisation d'urbanisme, tant qu'elle n'est pas devenue définitive, elle peut être contestable. Et le fait qu'il y ait une ambiguïté sur la règle à appliquer ou sur des intérêts en présence à mettre en valeur, ça fragilise l'autorisation d'occuper le sol. Il y a donc parfois des contentieux de la légalité de ces autorisations, et on a du mal donc à sécuriser en fait ces autorisations par le fait qu'on a un PLU auquel doit s'annexer le PPRT, qui devient une servitude d'utilité publique et qui s'applique. Jusque-là, dans d'autres domaines, on peut aussi s'appliquer sur des dispositions du Code de l'urbanisme qui permettent d'infliger des prescriptions ou bien de refuser un projet parce qu'il porte atteinte à la sécurité publique.
Donc on se retrouve aussi là par rapport à des refus d'autorisation d'occuper le sol qui peuvent être contestés. Donc en fait, c'est les deux pendants. On autorise, on est contesté, on n'autorise pas, on est contesté. Et puis se dégage ensuite le contentieux de la responsabilité. On autorise une maison à se construire et puis il se trouve qu'il y a un sinistre et il se trouve qu'elle ne pouvait pas être construite là parce que c'est contraire aux règles, etc. La responsabilité de la collectivité, ou en tout cas de celle qui instruit qui donne pas celle qui instruit, parce que c'est pas forcément celle qui donne l'autorisation. Donc, c'est celle qui donne l'autorisation peut être engagée parce que parce que le sinistre est intervenu et parce que ça a causé un préjudice qui est en lien avec le fait que la maison était établie à cet endroit-là. À l'inverse, vous refusez une autorisation dans une zone économique et finalement, le juge considère qu'elle était illégale, qu'il fallait accepter cette autorisation. Eh bien, la collectivité engage encore sa responsabilité puisque cette illégalité est donc fautive et le préjudice économique pourrait être indemnisé s'il est en lien avec cette illégalité. Donc, on se retrouve aussi, on reprend cet exemple que j'aime bien et qui est mon hypothèse d'école de la faute sur mer où effectivement, là, il y a eu un problème sur la légalité des autorisations. Et donc, ce qui fait ressurgir en fait la difficulté, qui est, on revient quand même sur. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur la question de la révision des PPRT et des conditions qui sont fixées pour cette révision. Malgré tout, ce sont des documents qui s'annexent donc au PLU, et le PLU est beaucoup plus vivant. C'est un document qui permet un aménagement du territoire, une évolution qui est quand même plus facile. On peut adopter le PLU, le réviser intégralement, le modifier. Alors, je ne vous dis pas que c'est très facile et que ça va vite, c'est pas vrai. C'est cher. Et puis, ça prend du temps. Mais malgré tout, c'est un document qui est amené à évoluer parce qu'il doit s'adapter à la population et à l'occupation, à l'aménagement du territoire. Et donc, c'est l'inconvénient de ce PPRT qui freine cet aménagement du territoire au sein des collectivités. Et il serait souhaitable qu'il puisse évoluer un peu plus à l'aune de ce qui se passe pour les PLU. C'est intéressant ça comme proposition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait utiliser les PLU comme vecteur pour réviser, alors peut-être pas les PPRT directement, mais en tout cas les risques, pour réviser l'appréciation des risques et l'aménagement du territoire dans ce cadre-là? Les PLU, c'est le réceptacle des contradictions entre les différentes composantes de l'aménagement du territoire, finalement. Il se trouve que les PPRT, en fait, ils sont l'équivalent de servitudes qui sont annexées au PLU. Donc on ne peut pas s'affranchir de ce qui est dans le PPRT par une révision de PLU qui ne s'appuie pas sur une révision de PPRT aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça serait pertinent de le faire, parce que quand même, faut se remémorer les choses. Le PPRT, il est là parce qu'on a une installation qui a un potentiel de danger élevé, un Céveso seuil haut, et que ce potentiel de danger élevé, on ne peut pas faire en sorte qu'il n'ait pas de conséquences potentiellement létales en dehors du site, quoi. Donc, il ne faut quand même pas oublier ça, parce que je comprends bien, évidemment, que dans des conditions maîtrisées, quelque part, on ait envie et qu'il y ait des gens qui puissent s'installer dans des conditions maîtrisées autour. Et voilà, ça fait des gens en plus qui sont exposés au risque. Donc, il ne faut quand même pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, alors que ponctuellement, il y ait des petites choses qui puissent s'ajuster, etc., c'est toujours effectivement imaginable. Mais globalement, dans une zone autour d'un PPRT, est-ce qu'on veut construire une barre d'immeubles? Ça me paraît être rarement une bonne idée. Est-ce qu'on veut permettre d'accueillir une entreprise? Ça, on pourra y revenir dans la table ronde d'après, sur les plateformes. Est-ce qu'on veut pouvoir accueillir une entreprise? Pourquoi pas, si elle est complètement partie prenante de la prévention des risques. Autrement dit, une entreprise qui arriverait, entre guillemets, en parasite, juste je pose des salariés et moi je cherche pas plus que ça à savoir ce qui se passe comme risque autour de moi, je cherche pas plus que ça à les protéger, voilà, simplement je suis une entreprise donc je veux m'installer là parce que c'est pratique. Non. Par contre, je veux m'installer là et
je suis pleinement partie prenante d'un collectif d'entreprises qui réfléchissent ensemble aux mesures de sécurité pour les salariés, aux mesures de réduction des risques à la source, aux exercices d'évacuation, aux exercices de gestion de crise, etc., aux études de danger. Et je suis complètement partie prenante de cette dynamique collective des entreprises du coin. Là, on dit oui. Et ça, c'est la loi plateforme et le décret plateforme, dont on reparlera dans la table ronde suivante, qui le permet. Alors, ce sera probablement ma dernière question, et puis après on va prendre des questions du chat, parce qu'en fait il y en a beaucoup, et donc ça nous permettra de consacrer une dizaine de minutes, enfin même pas 5 minutes aux questions. Quand on a préparé ce débat, Alban Bruno, vous avez évoqué le fait que pour vous, de prendre les devants et de travailler justement sur les questions de prévention des risques, et puis sur le PPRT de manière globale, c'était pour vous une mesure d'attractivité. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça ? Bien évidemment, ça a été un petit peu dit par monsieur justement avant moi. Là. L'essentiel, c'est, à mon sens, c'est d'associer tous ceux qui sont acteurs dans ce territoire, de se connaître pour trouver les chemins et puis surtout mettre tout le monde en sécurité, parce que c'est de ça il s'agit, et puis aussi préserver les activités économiques qui peuvent être sur un territoire. Il ne s'agit pas de nier les dangers, mais il s'agit de respecter toutes les parties prenantes de la sécurité et activer toutes les parties prenantes de la sécurité. Et quand je dis respecter toutes les parties prenantes, il y a bien évidemment la question des gens qui vivent à côté de ces installations ou à côté de ces produits dangereux qui sont en transit. Mais en aucun cas, on peut considérer que ce soit les gens qui soient lésés par rapport à cette réglementation bien nécessaire. Alors, on va prendre quelques questions. Il y en a notamment une qui est vraiment une question... je pense que je vais la poser à Daniel Sauge-Gadou, et puis on verra si elle peut me répondre. Mais la question est: pourquoi est-ce que 2 sites qui exercent des activités semblables en Céveso seuil haut n'ont pas la même obligation de réaliser et de clôturer leur lieu, alors que ça pose des problèmes en gestion des mêmes risques et des matières d'équilibre concurrentiel, et en matière d'équilibre concurrentiel. Grosso modo, pourquoi est-ce que... c'est vrai que la question n'est pas hyper bien formulée, ça va être difficile de la remettre, mais en fait la question c'est pourquoi est-ce que sur 2 lieux Céveso seuil haut, on n'a pas les mêmes obligations pour des entreprises, notamment en termes de clôture, et donc ça pose des problèmes, j'imagine, de comment dire, c'est plutôt Monsieur Merle qui pourrait répondre, parce qu'effectivement, la réglementation est la même pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, je vais voler à votre secours, là, effectivement. Oui, donc, dans ces cas-là, pour mémoire, il y a le Code de l'environnement qui s'applique à tout le monde. Ouais. Il y a des arrêtés ministériels par type d'activité qui vont s'appliquer à tous ceux qui font cette activité. Et puis, il y a un arrêté préfectoral qui vient compléter, le cas échéant, ces 2 couches, le Code de l'environnement et puis les arrêtés ministériels des activités, qui ne sont pas forcément les mêmes à tel ou tel endroit. Que les arrêtés préfectoraux ne soient pas exactement pareils à tel endroit, à tel autre, c'est effectivement possible. Et je dirais c'est même normal. C'est même normal parce que le contexte, l'étude d'impact sur l'environnement, l'étude des dangers, elles sont spécifiques à chaque site. Voilà. Alors, si vous avez des exemples précis où il y a des conditions d'arrêtés préfectoraux qui, pour manifestement la même chose, donnent des résultats différents, ou d'arrêtés ministériels qui ne sont pas appliqués sans qu'il y ait de justification précise là-dessus, je vous invite à vous rapprocher de votre fédération professionnelle qui connaît en général bien mon adresse, et on examinera le problème sur la base de cas concrets. Parce que c'est vraiment des cas d'espèce. Ce n'est pas le principe qui est anormal. Il peut y avoir des anomalies dans tel ou tel cas d'espèce, mais il faut regarder, entre guillemets, à la main, avec la DREAL concernée, les DREAL concernés. Alors, il y a une autre question, qui est une question là plutôt juridique. Si jamais un PPRT est annulé, donc il n'y a plus de contraintes d'urbanisme, mais il y a toujours les risques. Comment est-ce que ça se passe en termes de responsabilité ? Annulé. Oui, un juge qui prend la responsabilité d'annuler un PPRT sans délai prend effectivement la responsabilité qu'il n'y ait plus de contraintes par rapport au risque. Alors oui, l'annulation contentieuse
Alors, votre micro. Effectivement, l'annulation contentieuse, elle conduit à ce que le PVRT ne soit plus applicable et ne soit plus annexé au PLU. Le risque n'a pas disparu, les études de danger non plus, et la connaissance de ce risque non plus. Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation, il sera nécessaire d'en tenir compte et de pouvoir faire application des dispositions dont je vous parlais sur la possibilité de moduler, prescrire ou refuser une autorisation si la sécurité publique est en jeu. Okay. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de notre débat pour ce matin, pour dresser un bilan et des perspectives sur les PPRT. Je vais vous demander à chacun, alors vraiment en une phrase, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, de me dire le message que vous souhaitez faire passer à nos spectateurs, à nos téléparticipants. Alors peut-être Alban Bruno. Je pense que c'est un travail j'aurais presque envie de dire, du quotidien. Ces questions de sécurité, parce qu'on parle de sécurité bien évidemment des personnes, on parle de sécurité, j'ai envie de dire, des travailleurs aussi qui sont aussi sur ces sites, et on n'en parle pas assez souvent, et c'est bien eux souvent qui sont aussi la garantie de la sécurité, et puis la sécurité économique, et ça demande un travail collectif, que les collectivités locales, l'État, les industriels, les entreprises et les riverains, les populations s'associent pour trouver le chemin et pouvoir vivre correctement les uns avec les autres et les uns à côté des autres. Philippe Merle, peut-être un mot là aussi. Un mot. Pour les logements, profitons des 3 ans de bonus en travail collectif, comme vous le dites. Pour les activités économiques, de la souplesse, oui, dans la limite des responsabilités qui sont effectivement prises par les acteurs. Maître, votre micro. Alors, excusez-moi. Dans la lignée de ce qui vient d'être dit, engager les acteurs à prendre conscience de leurs responsabilités et de leurs obligations. Et Daniel Solgadou. Moi, c'est effectivement le travail en commun des différentes parties, parce qu'on sait que ça marche, et pour avoir des territoires qui soient vivants. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants d'avoir pu nous éclairer. Il y a un nouveau débat qui commence dans une dizaine de minutes sur les plateformes industrielles. Donc, je serai très content de vous y retrouver dans une dizaine de minutes. Et puis, bonne journée à tous et à toutes pour ceux qui nous quittent. Au revoir.